Le mouflon, c'est un peu l'étranger. Tout ce qui est à quatre pattes et qui peut gêner pour l'exercice de la chasse au sanglier n'est pas toujours spontanément très accepté. Un étranger pas toujours le bienvenu. Tel pourrait être l'adage qui colle à l'animal aux cornes enroulées. Drôle de récompense pour une espèce qui a réussi à s'implanter comme nulle autre. Presque un siècle après son introduction sur le continent, le mouflon a toujours du mal à s'imposer. Enquête sur une saga. Ce qu'on connaît sur ce mouflon d'Europe qu'on a vu en Corse pendant très longtemps, qui ensuite a été réintroduit, disons, introduit en Europe, c'est que c'est un animal qui serait issu en fait de mouflons du Moyen-Orient, qui aurait subi une première domestication il y a quelques milliers d'années, et donc qui aurait été transporté avec l'homme dans tout le bassin méditerranéen, qui ensuite aurait été amené avec l'homme en Corse et serait retourné à l'état sauvage. Donc c'est un animal qu'on appelle un animal féral. Ensuite, plus récemment, on a une introduction de ces populations de Corse vers l'Europe, dans des milieux complètement différents. Encore aujourd'hui, les chercheurs se demandent s'il est cet animal lié au mouton ou une espèce singulière. Un sujet pas encore clos. Le fait qu'il était très voisin du mouton domestique, certains le considèrent comme faisant partie de l'espèce mouton domestique, donc Ovis aries. D'autres lui donnent d'autres noms, et ça encore, le débat n'est pas encore tranché. Est-ce que le mouflon est une espèce particulière ou est-ce que le mouflon est en fait le mouton? Le sujet reste ouvert. Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, où la saga de l'espèce débute vraiment. C'est là que les aléas de la grande histoire vont amener l'espèce corse à s'installer sur le continent. Le mouflon est arrivé ici d'une façon assez insolite. Le roi de Yougoslavie était en visite en France en 1934. Il devait repeupler une réserve en mouflon en Yougoslavie, donc la France a fait reprendre un mâle mouflon et 2 femelles en Corse, à Bavela. Et ces mouflons devaient être offerts au roi de Yougoslavie. Et il se trouve que le roi de Yougoslavie est passé sur la Canebière et malheureusement s'est fait assassiner. À l'époque, on avait ici l'école de garde-chasse des eaux et forêts, avec un parc de 180 hectares clos. Ils sont venus mettre ces 3 mouflons donc, dans ce parc. Et depuis, la population a grandi avec ces 3 mouflons à l'origine. Sur la gauche, il y a un mâle. À droite, pardon. Là. C'est un mâle de 4 ans. Le mouflon a été domestiqué dans la zone Asie mineure, peut-être même Asie centrale, et en fait, il a été domestiqué et il a été importé pour, effectivement, pour faire de l'élevage, en fait. Et après, il est redevenu sauvage. C'est un peu le même phénomène, je dirais quelque part, que le sanglier. Ce qui est remarquable, c'est qu'à 3 ans, ils aient la selle comme ça. C'est un gage de vieillesse? Non, non, pas du tout. C'est vraiment spécifique à l'espèce pure corse, hein, qui est cette selle-là. Et d'habitude, ils l'ont plutôt vers l'âge de 4-5 ans. Ouais. Et depuis là, avant-hier, on a fait faire une bête de 2 ans. Il y avait déjà la selle comme ça. Et là, tu vois, c'est une bête qui a 3 ans, quoi. Et pareil. Et là-dedans, on avait quelques-uns. C'est le pure corse. La souche issue de l'enclos de l'Office national des forêts de Cadarache s'est exportée sur l'ensemble des Alpes, du nord de la Savoie jusqu'aux contrées du Vaucluse. Elle est aussi dans les Pyrénées. Mais ici, l'avenir de cette réserve est en suspens. De gigantesques travaux sont en train de grignoter le domaine de l'Office national des forêts. Toute cette partie-là, c'était la zone la plus boisée de la forêt domaniale de Cadarache, avec une énorme diversité. On avait des zones de sapins, pour une zone méditerranéenne, c'est quand même assez rare. Le sapin pince à peau, du céphalonie, des zones très très denses pour la reproduction. Donc c'était un coin idéal. À l'époque, la forêt domaniale faisait 2000 hectares. Alors le EDF a pris une partie pour le bassin des Éclusiers et le barrage sur le Verdon et la Durance. Et donc depuis l'année dernière, on commencé les travaux d'ITER. Et là, on vient de nous prendre encore 180 hectares.
Donc grosso modo, sur la forêt domaniale qui faisait 2000 hectares, il en reste actuellement maintenant 600 hectares. Donc on va essayer de faire en sorte de protéger tout ce qui nous reste, parce que bon, c'était un des joyaux des forêts du Bouches-du-Rhône. C'est d'abord comme animal d'agrément que le mouflon revient en Europe occidentale. À Vienne en 1722 dans un parc, puis un siècle plus tard au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Mais sa conquête débute réellement au milieu du XXe siècle, une volonté issue du monde de la chasse. À l'heure actuelle, le mouflon est présent dans plus de 25 départements, répertorié dans 84 zones, installé dans 450 communes. Une répartition géographique étonnante. On le retrouve au nord, dans la baie de Somme, au niveau de la mer, jusqu'à l'extrême sud-est dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes, avec près de 70% de la population, rassemblent la majeure partie de l'espèce. On estime leur nombre à 15 000 animaux, une estimation basse pour certains. À partir du parc de Cadarache, on a créé en 1949-50 un parc à Chambord pour multiplier la population. Et en parallèle, on a lâché les premiers mouflons donc dans le parc, dans le Mercantour. À l'époque, ce n'était pas un parc, dans le Mercantour en 1949-1950. Hein, les animaux en fait, d'ébauche viennent essentiellement de Chambord. Donc Chambord, où il y a eu une introduction de Cadarache. Alors que le Caroux, les animaux du Caroux viennent surtout de Cadarache. Donc on a une population beaucoup plus pure sur le Caroux par rapport à la population des Bauges. Mais deux lieux ont marqué l'histoire de cette colonisation. Les Bauges en Savoie et le Carou-Espinouse dans le Languedoc. Près de 20% des animaux fondateurs sont issus de la souche de ce département de l'Hérault. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les populations de grand gibier sont particulièrement réduites. Une politique de repeuplement est décidée, à l'initiative Le Monde Cynégétique. La plus importante est celle mise en place dans le Languedoc par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En 1956, 19 mouflons sont lâchés au cœur du massif du Carou-Espinouse. La population ne cesse de gonfler. En 1975, la chasse est désormais ouverte sur les 45 000 hectares. Aujourd'hui, 300 bracelets sont disposés. Une réussite exemplaire et une manne financière car on vient de partout le chasser dans le Carou. Tu vois ce que le collier? C'est ce qu'on capture l'été dans les cages. Hein, et on y fait des prises de sang, on les mesure, on les pèse. Hein. C'est pour avoir le suivi sanitaire. Des populations. Après, si plus tard un jour quelqu'un le tirait, on verra combien il a grossi, combien il a mesuré, tout ça. Mal, ça. Ouais, ça c'est un petit mal. Ah non, mais il a un collier GPS celui-là. Ouais, il y a une boule ouais. dessus, ouais. Ah, celui-là, le collier GPS. Ah, d'accord. Dans celui-là, c'est pour étudier ses mouvements. Tintin, quand même, il ne faut pas oublier quand même que le mouflon ici dans le Caroux, c'est les chasseurs qui l'ont payé avec leur argent. Premièrement. Et deuxièmement, si aujourd'hui on a un beau troupeau comme ça, c'est parce qu'on le gère, on le conserve, on s'en occupe. Quoi. Et je pense qu'on a eu une bonne idée, c'est que dès qu'on a eu les premiers bracelets, les premiers mouflons à tirer, on les a donnés aux jeunes du pays. Donc tous les jeunes du pays ont tué des mouflons, en ont naturalisé chez eux, en ont mangé, en ont fait du pâté, la saucisse, du boudin, etc. Voilà. Donc tout le monde a été content. C'est pour ça que maintenant, ils ont bien accepté que le mouflon vive sur leur territoire. Et ça leur permet aux sociétés de chasse de faire un peu d'argent et de faire de l'aménagement du territoire. Alors, le pur mouflon, voilà un prototype. Donc, tu as les cornes qui sont bien régulières, hein, qui rentrent, qui tournent comme ça. Tu vois? Quand ils poussent plus, ils arrivent comme ça. Et les vrais, c'est comme ça. Quand tu vois un mouflon qui fait comme ça, c'est pas un pur, ou alors qu'ils sont écartés, qui font comme ça, là, qui remontent comme ça, il y a un problème quelque part. Ça, c'est un vrai corse, comme nous. C'est vrai, ça. C'est le pur sang. Ça, c'est l'authentique corse.
Alors la différence entre le mouflon méditerranéen et le mouflon de Corse, bon effectivement, il y a une différence. Alors il y a tout un débat entre les spécialistes, les scientifiques. Est-ce que c'est deux espèces? Est-ce que c'est une espèce et sous-espèce? Donc il y a eu plusieurs descriptions qui ont été faites. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le mouflon de Corse, on estime que c'est le mouflon pur. Et mouflon méditerranéen, on l'appelait méditerranéen parce qu'en fait, il a été croisé avec certainement du mouton. Donc du coup, il n'est pas pur. Et à partir de là, il y a eu des échanges entre le Caroux, les Bauges, et on a du mouflon, donc plus ou moins pur, plus ou moins croisé, on va dire, selon les populations. Oui, le mouflon peut se croiser avec le mouton, et la descendance est viable. L'accouplement entre mouflon et mouton reste néanmoins très rare. L'animal est sauvage, sa zone spatiale est différente et surtout, il s'accouple à l'automne lorsque les moutons restent dans les bergeries. Mais qu'est-ce qui a poussé les acteurs cynégétiques à introduire des mouflons sur leur territoire? Il y a eu quelques études sociologiques qui ont été faites là-dessus. On a retrouvé quelques traces, quelques écrits, mais c'est très difficile en fait. Les initiatives, on sait que on a des forestiers notamment qui étaient en Corse, qui sont revenus sur le continent et ayant vu l'espèce en Corse, se sont dit pourquoi pas en mettre sur le continent. Peut-être que le coup, moi. Allez, nom de Dieu, allez, mon cul. Allez. C'est une période où on avait peu d'ongulés au niveau du continent. Le cerf, le chevreuil, le sanglier, toutes ces espèces avaient fortement diminué. Donc on a essayé de remonter l'ensemble des ongulés, et notamment, pourquoi ne pas remettre une espèce supplémentaire? Ensuite, il y a eu des demandes. On pense que certains maires ont fait des demandes pour essayer d'occuper le milieu en déprise agricole. Donc, pour éviter peut-être aussi que le milieu se ferme. Donc, on a essayé de mettre d'autres espèces. Le Cantal, autre destination. Drôle de paysage que ces terres de vastes vallées et de plateaux dénudés. Ici, dans la fraîcheur des sommets volcaniques des monts du Cantal, qui culminent à plus de 1800 mètres d'altitude, le mouflon comme le chamois ont fait leur apparition. On s'est rendu compte, en consultant les archives de la Fédération départementale des chasseurs du Cantal, que le docteur Cellier, lors du conseil d'administration qui avait eu lieu le 3 juin 1953, avait eu cette idée extraordinaire de lâcher, de vouloir introduire le mouflon dans le Cantal pour éviter que les paysages du Cantal se ferment, et que c'est ce qui a permis de lâcher les premiers mouflons dans le Cantal en 1953. Les premières chasses au mouflon n'étaient pas de la chasse à l'approche, c'était des chasses en battue avec des chiens courants. On chassait le mouflon jusque dans les années 85 en battue, notamment sur la commune d'Albepierre. Il est bien évident que dans le Cantal, nous n'avions pas cette culture de chasse à l'approche. Les chasseurs au début n'étaient pas équipés de carabines avec des lunettes super puissantes. Et je me souviens d'avoir vu partir chasser le chamois ou le mouflon avec le calibre 12, avec le bon vieux calibre 12. Et il fallait tirer bien sûr à des distances tout à fait raisonnables. Et l'approche prenait là toute son éthique. Je pense qu'il nous a vu, mais c'est pas affolé. Il a vu que ça bougeait pas. On bougeait pas alors. Parce qu'après il a regardé en haut. C'était bizarre, hein. Parce qu'il nous aurait pas quitté des yeux, je pense quand même. Le problème de descendre au bois, c'est que ça va faire du bruit. Enfin, un tout seul, comme ça va. Si on y va tous deux, ça va faire du bruit, mais on peut essayer. La chasse au mouflon est entrée dans les mœurs des chasseurs du Massif central, mais il a fallu combattre les préjugés, mettre en place des actions de gestion pour équilibrer les populations. Néanmoins, en France, l'arrivée de l'espèce a souvent été très mal perçue, une décision souvent dénigrée, surtout dans les pays de la chasse en battue. Rendez-vous à Cigales,
un village accroché sur les flancs de la vallée de l'Estéron dans l'arrière-pays de Nice. Le mouflon fait son apparition dans les années 80, une arrivée pas spécialement acceptée. Ici, principalement, comme dans beaucoup d'endroits de montagne et des Alpes-Maritimes, l'intérêt principal, c'est le sanglier. Moi, j'ai chassé pendant 20 ans le chamois. Du chamois au mouflon, il n'y avait pas à faire le grand écart. Ce qui fait que quand j'ai su la possibilité qu'il y avait à se procurer des mouflons, parce qu'ils étaient éliminés du parc des Cévennes, j'ai levé le doigt et il a fallu faire très vite parce que c'était des animaux qui n'étaient pas l'objet d'une demande importante. Bernard, il les a vus là encore. Ce week-end, ils étaient là-dedans. Ces graviers de là-haut, ils adorent. Ça, c'est leur QG. Jacques Benssa n'a pas été très soutenu quand il arrive avec ses mouflons venus des Cévennes. Cette chaîne, elle doit faire à peu près 3,5 km, 4 km de long. Et les mouflons se sont installés spontanément sur la face sud. Certaines personnes du monde politique s'étaient inquiétées et ils avaient dit « Est-ce que Cigale ne veut pas un jour nous lâcher des crocodiles dans l'Estéron ?» Alors, je pense que la réponse est là. Bien sûr, tout ce qui est à quatre pattes et qui peut gêner pour l'exercice de la chasse au sanglier n'est pas toujours spontanément très accepté. Voilà. Il ne faut quand même pas oublier qu'au départ, c'est une espèce introduite. C'est donc à la différence, par exemple, du chamois. Et dans beaucoup de secteurs, on préfère privilégier d'abord le chamois plutôt que le mouflon. Oui, donc en fait, le mouflon aujourd'hui, on peut considérer que c'est clos, mais au début des années 80, l'idée c'était de l'acclimater dans des secteurs où, a priori, d'autres ongulés, notamment le chamois, étaient moins susceptibles de s'y développer. Un animal qui a mauvaise presse dans le pays, mais qui peut rapporter gros. Les gens du cru ont accepté l'introduction du mouflon, mais dans leur large majorité, n'ont pas changé leurs habitudes de chasse. La chasse à l'approche du mouflon est alors pratiquée par les gens de l'extérieur. Cette activité lucrative a permis d'améliorer l'ordinaire des petites sociétés de chasse, mais a eu comme première conséquence de faire baisser la taille moyenne des mouflons des vallées. La recherche à tout prix du plus beau trophée n'est jamais un gage de bonne gestion d'une population. Les gens ne vont pas à la chasse, il faut parler clair, ils ne vont pas à la chasse pour tirer une vieille femelle et qui a une vilaine robe et qui ressemble à rien. La mouflonne, c'est pas quelque chose, c'est pas un trophée à mettre sur sa cheminée. C'est catastrophique parce que vous éliminez plusieurs grands mâles adultes. Et on avait fait un film, quand on a fait un premier film, il y avait des animaux il était présenté des animaux que vous ne trouvez plus aujourd'hui. La trophéite, comme l'appellent certains, a fait du mouflon un animal recherché. Une espèce qui va même faire le bonheur des hommes des terres australes. En 1957, dans l'archipel des Kerguelen, 2 spécimens provenant du zoo de Vincennes sont introduits. La chasse est alors un passe-temps pour les hommes bloqués sur ces terres extrêmes. Dans des lieux balayés constamment par les vents où la nourriture est rare et les hivers rudes, le cheptel culminera à 600 animaux. Un développement jamais observé en Europe. Cette spécificité va amener les scientifiques français et canadiens à s'intéresser aux mouflons. Vous avez donc sur cette île qui fait 6 km², un couple de mouflons. Donc un effet, ce qu'on appelle un effet de fondateur très marqué. Vous vous rendez compte, c'est un peu Adam et Ève d'une certaine manière. Hein. C'est une fondation très très particulière. Toute la population dérive de ces 2 individus uniquement. Et on peut aller analyser la génétique de ces populations, l'historique génétique de la population. Donc on a une situation extraordinaire en termes de recherche. Ce terrain d'expérimentation exceptionnel va permettre très vite aux chercheurs de faire un premier constat étonnant. À partir de ces analyses génétiques, ce qu'on a pu voir, c'était qu'on avait vraiment une augmentation de la diversité génétique au cours du temps et non une diminution comme les modèles l'auraient prédit.
les modèles théoriques de génétique de population prévoient une situation où on s'attend à ce que dans les des populations de petits effectifs, les petites populations, la dérive génique, ce mécanisme aléatoire qui fait changer les fréquences des allèles des gènes et qui fait disparaître une certaine diversité, ce mécanisme-là est considéré avoir une importance énorme. Ce qu'on a souvent négligé, par contre, c'est un autre mécanisme qu'on appelle la sélection balancée, qui, elle, peut intervenir, mais qui souvent, dans de nombreuses populations, n'est pas observé parce qu'on n'a pas cette historique génétique de la population, comme nous, on pouvait l'avoir à Kerguelen. Dans un contexte où les hivers déciment les populations mâles les plus faibles, plus de la moitié disparaissent au cours des pics de famine, et où les femelles reconstituent à chaque fois le cheptel, les chercheurs ont pu mettre en exergue une nouvelle approche génétique. À Kerguelen, on voit que les conditions climatiques, les conditions de milieu sont telles que ces animaux dits consanguins, donc plus appauvris au niveau génétique, vont avoir une moins bonne survie et probablement une moins bonne reproduction que les animaux les plus diversifiés. Et ça, c'est des phénomènes de hasard. Ceci dit, comme ces animaux appauvris disparaissent, on a une sélection des animaux les plus diversifiés au niveau génétique. Et donc, on voit ce mécanisme de sélection balancée se produire et intervenir de façon antagonisme par rapport à la dérive génique, mais dans un phénomène qu'on voit rarement dans d'autres populations. Donc, ce qu'on a mis en évidence dans cette population, c'était vraiment le fait que cette sélection balancée pouvait avoir une importance beaucoup plus grande que ce qu'on avait supposé au départ dans d'autres populations, dans d'autres études empiriques ou théoriques. Mais l'histoire finit mal. L'administration des terres australes a décidé de mettre en place à partir de 2003 un programme de régulation cynégétique. Les dégâts trop importants occasionnés sur la flore autochtone ont été considérés comme trop dommageables. Le mouflon n'est désormais plus le bienvenu. Retour sur le continent, retour dans le département le plus apprécié des mouflons, les Alpes de Haute-Provence. Ici, l'espèce semble avoir retrouvé ses terres ancestrales. Le biotope ressemble à celui de la Corse. Cette montagne méditerranéenne constitue un endroit idéal pour son développement. Ils aiment ces espaces découverts et les milieux boisés pour se protéger de la chaleur et de la neige. Avec une population estimée à plus de 3500, le mouflon, même ici, reste un animal qui n'est pas toujours du goût des habitants des lieux. La technique de chasse à l'approche reste pratiquée par une minorité. Je peux pas. La vraie approche, il n'y en a pas énormément. Il y a quelques-uns, oui, mais ceux qui y sont passionnés par contre. Il y a rien. Ouais, les quelques-uns, c'est vraiment les passionnés par. Et après, mais bon, ils sont pas nombreux. Il n'y en a même pas 2 par commune. C'est vraiment la battue qui prime. Hein. C'est vrai que... La chasse au chien courant, que ce soit au lièvre ou au sanglier. Et il y a des fois, c'est un peu galère pour nous, mais bon. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a les chiens au milieu. C'est pas très compatible. Chiens, ouais. Les chiens, les traqueurs. Ouais. Et c'est vrai que quelquefois, ça casse la chasse à l'approche, mais bon, on arrive malgré ça à pouvoir. Oui, à réussir à se faire. À réussir, oui. Il y a du large. Hein. Oui. On sait très bien que tout ce qui est nouveau suscite le phénomène du rejet. Bon, ça a été vrai pour le mouflon, ça a été vrai pour le chevreuil aussi. Puis il y a toute une série d'idées sur le plan de la venaison, le mouflon c'est pas bon, ça sent la laine, etc. Bon, voilà. Mais rapidement, on s'est aperçu, parce que moi, ça m'est arrivé de le dire à une assemblée générale, je leur disais très tranquillement, le mouflon ne vaut rien, mais vous êtes là à vous battre pour obtenir toujours plus de bracelets. Donc c'est que quelque part, il présente un certain intérêt. Il me tombe là. Voilà.
Là aussi, le mouflon reste une affaire rentable. Les Alpes de Haute-Provence, en devenant l'un des départements les mieux lotis en grand gibier, ont su attirer les chasseurs d'ailleurs. Le commerce de la chasse au mouflon est une affaire bien gardée, une richesse convoitée. Mais ce qui préoccupe les gens du pays, c'est l'arrivée du loup. Cet été, on a vu une arrivée importante de loups. Hein. On est arrivé à en compter jusqu'à 7. L'arrivée du loup a fait chuter, je vous donne un exemple, hein, dans le Haut-Verdon, on est tombé pratiquement de 500 à 170, 180. Dans la Haute-Bléone, le cheptel a été divisé par 2. Les derniers comptages qui ont été faits cette année, on arrive à 220. Bon, c'est le comptage minimum hein, des animaux présents sur le terrain. Enfin, il y a eu une chute conséquente des populations mouflons. Pour vous donner une idée, hein, si on prend le Lausannier, bon, c'est une zone limitrophe avec le parc du Mercantour. Hein, c'est la Haute-Ubaye. Hein. L'année dernière, l'attribution était de 11. Bon, c'est une petite unité. Prélèvement, 0. Hein, les animaux n'y étaient pas. Si on prend le Haut-Verdon, hein, Bouchier, le secteur d'Alos, hein, il y avait 10 animaux attribués, ils en ont prélevé 2. Hein, alors qu'on a attribué il y a 4-5 ans sur Alos 30 à 40 mouflons, rien qu'à la société d'Alos. Très vite, les responsables ont su prendre les décisions. Conserver le maigre cheptel, surtout dans les communes où le nombre d'animaux était peu conséquent. Depuis près de 20 ans, les chasseurs sont parvenus à reconstituer les populations des grands animaux. Les responsables semblent n'être pas entendus, laissés seuls devant un fait accompli où ils n'ont pas eu leur mot à dire. Qui a réussi sur les grands gibiers? C'est pas l'État, ce sont les chasseurs. On est en train de mettre... de foutre en l'air, passez-moi l'expression, hein, 20 ans de travail acharné pour développer les populations. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas contre la biodiversité, hein, pas contre la présence d'un prédateur autre que le chasseur, hein, dans la mesure où on nous affuble du nom de prédateur, hein, mais à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine population, ben, il faudra peut-être envisager une régulation. Hein. Bon, ça a été proposé par la Fédération nationale des chasseurs. Je crois que les pouvoirs publics auraient intérêt quand même à avoir une oreille attentive. Avec 3000 chasseurs issus d'autres départements, les Alpes de Haute-Provence sont devenues un lieu très apprécié. Pour la Fédération, c'est une rentrée d'argent non négligeable. Le loup et l'argent de la chasse sont un débat polémique. Il y a eu des attaques dans la montagne de Lure, donc la montagne de Lure et le Ventoux, d'à côté. Hein. Et comme dans le Ventoux, il y a des mouflons, des chamois, des chevreuils et des cerfs, la table est mise pour le loup. Désormais, le loup a passé le Rhône, c'est une certitude. On l'a aperçu dans le Cantal, le Puy-de-Dôme et, sans doute, la Lozère. Le loup a fait sa première apparition en France en 1992. C'est vrai que lorsque le loup est arrivé par l'Italie dans le parc du Mercantour, la première espèce qui a subi les attaques du loup, c'est le mouflon. Pourquoi? On pense que d'une part, le mouflon était mal adapté dans son environnement, donc haute montagne, enneigement, etc. Donc en fait, le loup avait une proie relativement facile. Le Béal traversier, dans le nord du département des Hautes-Alpes, est l'une des zones les plus denses en mouflon. On compte plus de 600 animaux. Mais dans ces vallées du Queyras, l'arrivée du loup a changé la donne. Le mouflon a failli disparaître dans certaines zones. Non seulement il y avait des prédations au moment de l'hiver, mais quand arrivait le moment du printemps,
que les chasseurs allaient en montagne observer donc, la reproduction, voir un petit peu les naissances, et bien ils s'apercevaient qu'il n'y avait pas d'agneaux, très peu d'agneaux. Et en fait, bah, ça c'est la marque aussi de la présence du loup, à savoir que lorsqu'on a une population qui est malmenée par le loup, ça a une incidence aussi sur la reproduction, parce qu'effectivement les agneaux, les jeunes sont souvent très très vulnérables. Et donc mortalité sur adulte, et puis peu de reproduction, ça veut dire une population qui peut péricliter, quoi. Elle a plus l'énergie pour se reconstituer. Alors un loup qui arrive dans une population importante, effectivement la population, alors au contraire, ça va dynamiser la population. Un loup ou une meute de loups qui arrive dans une population en faible densité, là effectivement, il peut y avoir problème par rapport à la population qui aura beaucoup plus de mal à réagir et en tout cas à accuser l'impact des prédateurs. Pendant quelques années, là, il y a eu des grosses inquiétudes. Donc de nouveau, les chasseurs ont dit, ben, écoutez, de toute façon, les mouflons, il faut qu'on fasse attention à ce que l'on tue, parce que les prélèvements qu'on va effectuer, notamment sur les brebis, ben, ça sera de la reproduction en moins. Et comme on est en concurrence avec le loup, hein, il faut absolument qu'on ne redescende pas en dessous de ces 300 animaux, quoi, parce que pour eux, c'était le seuil minimal de population qu'il fallait absolument préserver, quoi. Et puis à côté de ça, ils observaient des changements. C'est-à-dire que les animaux étaient de plus en plus difficiles à chasser, de plus en plus craintifs, ils n'étaient plus aux mêmes endroits. Ils utilisaient des zones qu'ils n'utilisaient pas avant. Ils venaient rejoindre des chamois dans des barres de rochers. Donc ils ont observé un petit peu une mutation de leur comportement. Et puis donc, le temps s'est écoulé. On est arrivé en 2007, où là on a donc une nouvelle opération de comptage. Donc même dénombrement, 250 personnes sur le terrain pendant 2 jours, à parcourir la montagne, longue vue, jumelles, radio, pour communiquer. Et alors là, la surprise générale, notre population, elle avait doublé. Ce qui s'est passé en fait, c'est que les mouflons, eux, se sont adaptés. Ils n'étaient plus du tout en troupeau, ils ont formé des petits groupes, ils ont colonisé les gorges du Guil. Donc ils ont employé en fait une méthode de survie, et ils sont adaptés au loup. Et en fait, du coup, ils ont remonté à 600. Donc la situation paraît pas très mauvaise. Au début, ce sera un peu difficile, mais en fait, au fur et à mesure, il y a une régulation qui va se faire entre le loup, les populations d'ongulés et les chasseurs. Et tout à l'heure, on avait du mal à voir parce qu'avec les nuages, puis là, le soleil est sorti, on a plus de facilité à les voir. Ouais. Là, c'est un mâle de 1 an et demi. Parce que là, il y a ceux qui sont là-dessous aussi. Ceux-là, j'ai pas regardé ce qu'il y a là. Ouais. Ceux-là, là. Les 6 autres. Avec la lunette, j'ai pas regardé. Je vais regarder. Putain, suffit. Déjà, pour trouver, on se met à 20. On va descendre là. On va descendre dans l'ombre, très loin. Et on va sûrement monter par le fond. Enfin, je pense, on va monter par le fond. Je veux dire, on en a pourquoi 1h30 à faire le tour, tranquillement. Ce qu'il y a de positif avec le loup, c'est qu'avant les mouflons étaient en grand groupe, quoi. En fait, ils formaient 2-3 grands troupeaux. Ils restaient vraiment dans la réserve. Alors que depuis qu'il y a le loup, comme ils sont divisés, on a plus de chance, on les trouve beaucoup de partout, sur tout le territoire. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour la chasse. C'est intéressant de chercher des mouflons dans des coins plus perdus, chercher des mouflons toujours en bordure d'une réserve, qui est une chasse pas agréable du tout, quoi. Il y en a 2 à coller, c'est celui qui est collé à l'autre dessus. D'accord. Je laisse passer. Je le vois. Tu le vois? Je vais y aller. Attends.
je l'ai touché, je crois. C'est le dernier, regarde. T'as vu que j'ai tapé? J'ai vraiment cru qu'il était manqué. Ah non, mais je l'ai vu là-bas, là-dedans. Ouais, il est juste poil bas, c'est normal. Mais là-bas, les poumons, hein, c'est bien, il est mort. T'inquiète pas. Quel âge il a alors? 1 an et demi, comme on l'a estimé ce matin à la longue vue. On a demi, et ça se voit là, aux cornes, hein, aux cornes et les dents. Une dent par demi-mâchoire, il a 1 an et demi. Vous voyez les dents définitives là? 2 dents définitives. Voilà, parfait. Voilà, c'est parfait. Voilà. À partir de là, on peut le transporter. La chasse à l'approche dans les Alpes a toujours eu de nombreux adeptes. C'est le chamois qui est l'animal le plus prisé, c'est lui qui attire depuis fort longtemps. Dans la vallée de l'Ubaye, à quelques kilomètres de la frontière italienne, l'Office national des forêts possède à Jauziers une chasse commerciale très réputée. On vient de toute l'Europe, surtout d'Italie et de Belgique, pour des chasses à la journée. Les gens qui ne le savent pas pensent toujours, quand ils réservent la chasse, qu'il est plus facile de tirer le mouflon. Donc souvent les nouveaux chasseurs optent plutôt pour la chasse au mouflon parce qu'elle leur semble plus facile, alors que c'est le contraire, on leur explique bien. Mais après, c'est selon la sensibilité des gens, il y en a qui aiment beaucoup le chamois, d'autres qui viennent comme Christian à chasser hier un chamois et un mouflon aujourd'hui, donc c'est variable. Et puis certains viennent pour le chamois et voient des mouflons, le découvrent et après ça leur donne envie, ils veulent un mouflon pour l'année suivante. Et puis certains sont venus pour le mouflon, rencontrent la difficulté et donc du coup prennent plutôt un chamois parce qu'effectivement avec la population qu'on a c'est quand même un peu plus facile. Et ben, le mouflon il est difficile parce qu'il est bien sauvage, il a une distance de fuite importante, donc il nous laisse moins facilement approcher. Et quand il part, si on le dérange, même si on n'a pas tiré, si on a foiré l'approche, souvent il part très loin, on a du mal à reprendre sur la même harde la chasse. Et que le chamois, il a une distance de fuite moins longue et il est plus facile à rechasser sur les mêmes animaux. C'est un biotope qui correspond assez bien au mouflon puisqu'il y a beaucoup de zones de pierriers qu'il affectionne particulièrement. Il y a une zone de repli en forêt, mais effectivement on peut quand même se rendre compte qu'avec la neige, bon aujourd'hui il n'y en a pas énormément, mais après il y a souvent beaucoup de neige, surtout à cette altitude. Et alors là, la population de mouflons, elle glisse vers la vallée et souvent on rencontre les animaux l'hiver et jusqu'au printemps très près des villages parce qu'ils trouvent de la nourriture et eux ils sont quand même gênés par une importante couche de neige. Ce qui n'est pas le cas du chamois qui lui est particulièrement bien adapté et qui lui reste en altitude même avec des fortes quantités de neige. Bravo. Le mouflon, quelles que soient les régions françaises, reste dans la mentalité des chasseurs un animal peu coté. Mal aimé, plutôt mal considéré et surtout mal connu. Il est même quelquefois au centre de polémiques. En Dordogne, il a été au cœur d'un conflit entre gens du pays et l'instance fédérale. Les mouflons étaient devenus un enjeu. Seuls les notables et les techniciens de la fédération avaient le droit de le chasser.
j'ai assisté aux premières battues et là, je me suis aperçu que c'était un domaine surtout réservé à quelques administrateurs de la fédération et à certains techniciens. Alors je m'explique, c'est-à-dire que les agriculteurs du coin, les chasseurs du coin étaient là pour traquer la bête et 90% des mouflons étaient tués par des techniciens, par des administrateurs ou par leurs amis. Et donc ça m'a un peu révolté parce que les agriculteurs ici, ils ne profitaient pas de cette manne. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, il y avait en préparation des élections au niveau de la Fédération des chasseurs de la Dordogne. Et j'en avais parlé au président ici. Et il m'a dit, OK, tu viens avec nous, on va monter une liste et on va essayer de faire changer tout ça au niveau de la fédération. Il y avait beaucoup d'injustices dans ce département. Ce n'était pas le conseil d'administration qui commandait, c'était une petite poignée d'employés, des techniciens, qui venaient s'imposer notamment sur les gorges de l'Auvézère. Et c'était une vraie dictature. J'avais pratiqué une fois une journée, j'avais été invité. Et j'avais aussi des remontées de la part des présidents, comme on en a un, le plus ancien président de Saint-Mémin qui a encore été avec nous à la chasse ce matin, donc ce n'était plus supportable. Et donc, après avoir pris contact avec Guy Bouchot lors d'une réunion de secteur, il faisait tout à fait partie de... C'était tout à fait un élément qui convenait à la nouvelle équipe que je voulais mettre en route. Et donc, comme il vient de vous le dire, on a eu une brillante élection et on a refait un nouveau bureau et on a réorganisé en totalité tout le département en ce qui concerne le service technique. Et depuis, bon, on s'occupe du mouflon et il n'y a plus de problème, les mêmes problèmes qu'avant, parce que maintenant, comme vous l'avez vu ce matin, ce sont les chasseurs eux-mêmes qui chassent le mouflon, c'est eux qui décident les jours de chasse, c'est eux qui décident des bêtes qui doivent, bien sûr en fonction des attributions, mais des bêtes qui doivent prélever tel ou tel jour, et ça se passe très bien. Vous avez vu le nombre qu'il y a, parce qu'il faut savoir qu'avant, quand c'était la fédération qui dirigeait ces chasses au mouflon, on trouvait pas plus de 5-6 chasseurs à la fin qui voulaient venir chasser. Donc il n'y a plus personne qui était intéressé par le mouflon. Donc ça redevient une chasse populaire avec, comme disait le président tout à l'heure, des niveaux maintenant acceptables. C'est-à-dire qu'on a stabilisé la population à environ une 60-70 individus, alors qu'avant, elle avait atteint, moi je peux vous le dire, je l'ai compté, une centaine d'individus. Pourquoi ? Parce que nos techniciens de la fédération, certains, pas tous, voulaient, c'était la course au trophée. Il fallait surtout pas tuer les mouflons et garder surtout les gros pour avoir le meilleur trophée possible. Bon, je reconnais que c'est louable, mais les agriculteurs d'ici, c'est eux qui en payaient les conséquences. Jean-Marc va prendre les gens qui vont partir du séchoir et qui vont aller fermer jusqu'au pont en bas, jusqu'à la passerelle. Donc il lui faut 6-7 gars. Même plus. Hein. Même plus. Je peux monter jusqu'à 14 types, sans problème. Voilà. 7 personnes qui appartiennent à Saint-Mémin. Ouais, 7 gars de Saint-Mémin qui connaissent bien et des invités avec. Voilà. Comme ça on intercalera. Après, bon, les gars des chiens, pas d'armes, casquette, gilet, obligatoire. Les autres, au poste, comme ça doit se faire. Quand il y a un animal tué, un corne. Et quand c'est mort, un coup de corne. Hein. N'ayez pas un coup, l'homme. N'ayez pas peur. Hein. Ceux qui ont pas trop de souffle, j'ai des cornes. Parce que vous savez, dans les gorges, on n'entend pas très bien. Et surtout, après les autres, répercutez-le. Hein. Parce qu'il y en a qui ont des petites chabrettes, là, ça fait pas beaucoup de bruit. Alors, j'en ai quelqu'une à disposition. C'est pas le miracle, mais ça fonctionne. Et quand même, ça... Voilà, ça pète. 3 coups longs, c'est la fin de la chasse, hein, vous savez. D'accord ? Voilà. Le département de la Dordogne est l'un des derniers départements où la chasse en battue du mouflon est autorisée. Ici, dans cette vallée de l'Auvézère, la végétation est si dense que cette technique est la plus appropriée, les mouflons se réfugiant dans les zones escarpées de la vallée. La chasse à traque avec les chiens, c'est plutôt une tradition. Dans le pays, toutes les communes autour, tous les alentours, là, chassent en traquant avec des chiens, quoi. Et il faut reconnaître que même pour réguler les animaux, les mouflons, là, si on n'avait que la chasse à l'approche, je dis pas, regardez, là on en a vendu 3 colliers, il s'en est tué qu'un. C'est très difficile. Et encore dans ce secteur, comme je vous dis, sinon ailleurs, ils ne pourraient pas les tuer. Donc voilà, pour réguler la population, on chasse en battue. Parce que c'est très difficile quand même en battue, on le voit,
pour faire suivre les animaux, parce qu'ils montent sur les rochers, ils redescendent, ils remontent, ils redescendent. Les chiens ont beaucoup de difficultés à y suivre, beaucoup de difficultés. Mais encore, c'est comme ça qu'on obtient le meilleur des résultats, quoi. Alors après, bien sûr, les mouflons, ils peuvent être dans un secteur, ils peuvent se cantonner dans notre secteur qui est pas au soleil, mais ils ont entendu du bruit. Ils sont allés se réfugier vers des rochers. Et si les chiens ne vont pas dessus, eh bien, on ne les verra pas de la journée, quoi. Et là, justement, les bêtes, les cervidés peuvent être partis, que les mouflons peuvent être encore sur place. Donc là, on est sur les rochers, toujours sur les rochers. Et donc, on a une voie, mais par contre, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. On ne sait pas si c'est une voie de mouflon ou si c'est une voie de chevreuil ou de renard encore. Allez! Attends, on va vite l'entendre, si c'est frais, il va le chien. Voilà les traces donc, de mouflons. Et donc il va falloir qu'on... Ils peuvent être... Et là, justement, les chiens viennent de partir sur quelque chose, mais qu'on n'a pas pu voir à travers les buis, quoi. Donc on va continuer. C'est les chiens. C'est les chiens qui C'est les chiens. Alors donc on va continuer sur ces traces-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, démonter quelque chose là. Les riches pâturages sur les hauteurs et des forêts généreuses en nourriture qui deviennent des zones de refuge au plus froid de l'hiver sont un biotope idéal pour l'expansion de l'espèce. C'est ici que l'on trouve les spécimens de mouflons les plus cotés en France. Ah, il est beau. Ah oui. Tu mets pas de lame, qui le filme. On y voit les coups. Il est beau. Il est un peu raide, je te signale. On est content. Par rapport à d'autres mouflons donc, qui se trouvent dans le Caroux ou ailleurs, les anneaux sont vachement larges. Et là, c'est un mouflon qui a 9 ans. Donc, qui a 9 anneaux de croissance. Et je pense qu'en Dordogne, nous allons arriver à peu près à 10 mouflons qui vont être classés médaille d'or. Dans les 10 premiers, quoi. Voilà. La chasse du mouflon reste, même ici en Dordogne, une chasse confidentielle. C'est le constat de ce tour d'horizon effectué dans les campagnes françaises. Un tour d'horizon qui va nous amener au pays de la chasse au gibier d'eau, la Somme. Drôle d'endroit pour cette dernière étape. L'espèce a été introduite dans le parc du Marcanterre en 1980. C'est un particulier qui va expérimenter sur ses terres cette introduction. Cette zone de sable et de pinède lui réussit. Si la Fédération de la Somme semble, elle, ne pas s'intéresser à l'animal, voulant la conserver à sa plus simple expression, les gestionnaires de ce bout de lande entre terre et mer se sont pris de passion pour l'espèce venue de si loin. Ici, au bord de la mer, le mouflon a trouvé ses plus farouches adeptes. La facilité du massif dunaire, c'est le sable, pour voir les déplacements et pour se déplacer soi-même. Par contre, la difficulté, c'est qu'à tout moment, on peut faire la rencontre. Et il faut toujours être vigilant, quoi. Donc là, ils ont probablement passé une partie de la nuit ou de la matinée sur la bordure de mer, de baie, pour manger l'herbe présalée. Et du fait qu'il fait mauvais temps, ils remontent systématiquement pour prendre l'abri et pour digérer un petit peu, quoi. Après plus de 25 ans de croissance continue, les zones d'expansion ont très fortement ralenti. Aujourd'hui, le mouflon n'a plus le vent en poupe. L'engouement d'introduire le mouflon sur le continent est en train de, on va dire, de s'estomper doucement, parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a déjà beaucoup de population en place.
Le deuxième facteur, c'est qu'on a beaucoup d'ongulés, les autres ongulés se sont beaucoup développés. On s'est aperçu qu'en fait, le mouflon qu'on pensait être un animal de montagne, dans l'imaginaire, en fait, il supporte très mal la neige, il supporte très mal la haute altitude, etc. Donc, voilà, ça s'est un petit peu estompé. Parce qu'en fait, je pense que au niveau chasse, en tout cas, il y a suffisamment à chasser. Beaucoup de communes, en fait, sont débordées, en fait, par les ongulés. Ils n'arrivent même plus à suivre au niveau de la chasse du chevreuil, du chamois, etc. Donc, voilà, il n'y a plus un besoin comme il y a pu y avoir à une époque. Également, on va se donner un petit peu de... Ouais, bien sûr. Hein Ouais. Je te félicite pour ton prélèvement. Merci. Et remercions également à l'occasion de Saint-Hubert. L'espèce est définitivement entrée dans le paysage des campagnes. Désormais, le mouflon est réparti sur presque 1% de l'Hexagone. Une conquête réussie, certes, mais aujourd'hui encore, le monde de la chasse s'interroge toujours sur sa présence sur ces territoires.